de nouvelles rencontres ici à Sontexpo sur le plateau FHP TV ce mardi 23 mai 2023 et j'ai beaucoup de plaisir de retrouver Anne-Marie Armand-Terrasse. Vous êtes aujourd'hui, vous avez fait beaucoup de choses Anne-Marie Armand-Terrasse, mais je vous présente aujourd'hui comme présidente de l'Agence nationale d'appui à la performance. Et je suis également heureux de retrouver Fabienne Pioche-Laval. Vous êtes la directrice de la filière sanitaire à la Croix-Rouge française, une grande institution. Nous allons travailler en quelques instants sur cette idée des inégalités de santé et le titre de notre entretien, c'est les inégalités de santé, une réalité de terrain. J'aurais tendance à dire, on aurait pu rajouter une réalité d'aujourd'hui. C'est toujours une réalité d'aujourd'hui, Anne-Marie Armand-Terrasse, et les inégalités sociales, les inégalités d'accès aux soins, les inégalités de santé, malgré tout ce qui est fait. Alors, ma collègue et camarade de table ronde, la directrice générale de la Croix-Rouge, va pouvoir exprimer et illustrer. Bien évidemment, c'est une réalité de terrain, c'est une réalité territoriale. Qu'est-ce que ça veut dire, les inégalités de santé? Ce sont des inégalités qui touchent l'état de santé d'un individu. Je rappelle qu'entre les 5% des personnes qui ont les plus hauts revenus et les 5% des personnes qui ont les plus bas revenus, il y a 13 ans d'espérance de vie d'écart. Et lorsque l'on regarde les femmes des 5% plus hauts revenus et des 5% plus bas revenus, 15% d'entre elles, des plus bas revenus, n'ont pas accès, ne font pas les dépistages. Et c'est même pas n'ont pas accès, hein, puisque on sait que les lettres de dépistage arrivent, mais qu'elles ne répondent pas. Alors, en fait, les inégalités de santé ne font que refléter les inégalités sociales. On sait bien ça. La dernière étude de l'adresse qui date de 2016 ou de 2017 montre bien comment il y a un lien mécanique entre le gradient social et les inégalités de santé, notamment sur les maladies chroniques. Plus on est modeste, plus on a de faibles revenus et plus on peut être atteint de maladies chroniques. On associe le social et l'économique, c'est-à-dire si on est en difficulté sociale d'une manière générale, en général on est en difficulté économique et en difficulté de santé. Les déterminants de santé ne sont pas que les revenus. Les déterminants on dit que, et c'est pour ça que c'est difficile de lutter contre les inégalités de santé, parce que c'est difficile de lutter contre les inégalités sociales. On dit que les soins représentent entre 20 et 25% des facteurs de chance, hein, des facteurs qui constituent les déterminants de santé. Tout le reste, hein, Fabienne, je suppose que tu seras d'accord, tout le reste, c'est travailler tout ça, c'est le revenu bien évidemment, le niveau d'éducation, l'accès à l'information, les conditions de travail, les conditions sociales et culturelles qui font que même s'il y a un accès aux soins, ce soin n'est pas direct et surtout l'accès aux soins en fait masque le gouffre béant de nos sociétés et particulièrement de la société française qui est le gouffre de la prévention. Les accidents, on peut rajouter les accidents de la vie peut-être également, le fait que l'on soit seul dans une famille, les femmes monoparentales, enfin on le dit souvent. Oui, ça fait partie des conditions de vie en général, bien sûr que, et on sait que les femmes aidantes ou les femmes seules, chefs de ménage seules, ont de plus grandes difficultés à se prendre en charge elles-mêmes. C'est parce qu'elles n'ont pas le temps. Elles doivent absolument s'occuper du reste de la famille. Fabienne Pioche-Laval, qu'est-ce qu'on peut rajouter quand on est à la Croix-Rouge, un bon observatoire de ces évolutions? Oui, alors ce qu'on peut rajouter aussi, c'est qu'on voit apparaître des nouvelles vulnérabilités, on voit apparaître surtout des populations qui n'étaient pas vulnérables. Je pense aux jeunes étudiants. J'ai l'impression que ça... Donc les crises se superposent. En fait, on fait face non seulement à des crises sociales, des crises économiques, des crises politiques, mais des crises climatiques, des crises sanitaires. Et les vulnérabilités, en fait, se superposent et peuvent toucher tout le monde, pas seulement les personnes âgées ou pas seulement les personnes en situation de handicap. Et c'est vraiment ce qui s'observe le plus sur le terrain et notamment dans les interventions de la Croix-Rouge, mais on aura l'occasion
d'y revenir Les après. populations migrantes, j'imagine également, qui n'ont pas de droits. Bien sûr, si on en parle, effectivement, un des dispositifs qui a été mis en place pour lutter contre les inégalités de santé, pour renforcer l'accès aux droits, ce sont la Croix-Rouge a monté un projet qui s'appelle Croix-Rouge au coin de la rue. Et donc ce sont deux véhicules adaptés, un pour renforcer l'accès aux droits et renforcer l'accès au numérique en santé, et un autre qui a un cabinet médical sur roue. Et ces deux véhicules, en fait, vont dans les Hauts-de-Seine et vont auprès des hôtels sociaux. Et là, c'est 4000 personnes qui vivent dans les hôtels sociaux qui donc ont accès à un dossier pour l'ouverture des droits et ont accès à une première consultation infirmière et, si besoin, téléconsultation, consultation médicale. Et ça, c'est porté à la fois avec la préfecture des Hauts-de-Seine, à la fois avec France Relance, avec Mondiale Assistance. Et ce sont des dispositifs qui permettent, dans des démarches d'aller vers, de lutter contre ces inégalités sociales. Et là, on voit bien tout le travail qui est réalisé par les associations sur le champ de la santé, ce qui a pris de l'ampleur, notamment depuis la crise Covid. Oui, alors ça a été une expérimentation, c'est assez récent. Donc, oui, ça a alors démarré j'ai vu, là. c'était assez curieux parce qu'il y a vous, bon, puis après c'est Europe Assistance, c'est ça? Oui, c'est un partenariat. Puis après, il y a également France Relance, c'est-à-dire pourquoi l'État, par l'intermédiaire de France Relance, appuie cette action? Parce que c'est Marie Armenteras, qui connaît l'État. Non, mais bien sûr. Commencez. Non, ce que je veux dire, c'est multipartenaire, c'est vrai, et on est financé pour 2 ans. C'est comme un article 51 dont on pourra parler après. Mais la suite, c'est vraiment ça le sujet. On a quelques centres de santé sanitaires, donc sur la filière sanitaire à la Croix-Rouge. L'objectif après, c'est de trouver la pérennisation des financements pour ces dispositifs. Et c'est vraiment là où est la limite entre ce qui est du financement social et ce qui est du financement sanitaire. Et ça marche? Alors, on commence à travailler sur le sujet parce que dans 2 ans, on n'a plus le financement de cette expérimentation. Quels sont les verrous finalement quand on est soit comme vous l'avez été à l'Agence régionale de santé, où vous avez même, les gens ici nous le savons, vous avez été au centre du pouvoir. Quels sont, quand on constate cela, quels sont les verrous? Vous avez dit peut-être trop de technocratie, ou c'est moi qui le dis, peut-être des systèmes mal adaptés, mal cousus, selon vous? Alors, on se rappelle que les inégalités de santé reflètent les inégalités sociales. On ne peut pas travailler sur les inégalités de santé si on ne travaille pas sur le rattrapage de l'injustice à la racine. Emmanuel Macron a souvent ces paroles qui consistent à dire que un quinquennat est à peine suffisant pour essayer de combattre dès la racine, donc dès le plus jeune âge. D'où les 1000 jours, d'où le travail qui devrait être mené sur la littératie en santé, c'est-à-dire la promotion de la santé et essayer de combattre les inégalités en santé, notamment sur les maladies chroniques, le plus vite possible. Le sujet le plus... au fond, le plus compliqué là de nos politiques publiques et sur lesquelles on n'a pas encore la clé pour sortir d'ici les 4 ans qui viennent, c'est comment est-ce qu'on change d'un système curatif qui essaie d'être performant en un système qui est plus préventif. Et pour qu'il soit préventif, il faut qu'il ait toutes les couches de la maison, c'est-à-dire la couche de la promotion de la santé, à l'école, au travail, le combat contre tous les cancers évitables, l'alcool, le tabac, la mauvaise nutrition. C'est pour ça que les 1000 jours et c'est pour ça que les petits déjeuners à l'école sont des choses très, très importantes. Donc la couche de la promotion de la santé, ensuite la couche de la prévention, du dépistage, et une couche qu'on ne connaît pas bien en France, qui est connue dans tous les autres pays, qui est la couche qui permet d'aller attraper des personnes à risque de maladies chroniques
à risque de niveau 2, c'est-à-dire ils ont déjà le diabète, ils ont déjà un peu l'obésité, ils ont déjà l'hypertension artérielle. Et si on ne fait rien, il n'y a aucune raison que ça s'arrange, ça ne s'arrange jamais ces affaires-là. Ça ne peut au contraire que se désagréger. Et donc ce sont les gens qu'on a vu mourir précocement pendant le Covid. La mortalité dans le monde, la mortalité la plus terrible du Covid, la mortalité évitable, a été celle qui a touché ces 50 ans, ces 40 ans, 50 ans, 55 ans, qui avaient des maladies chroniques et que le Covid, ce virus quand même très méchant, a abattu avec les maladies chroniques. Donc, ce qui serait vraiment intéressant, c'est que les pouvoirs publics parviennent à trouver un système d'organisation et de financement qui permet dans les territoires à créer des systèmes de soins intégrés, comme on les connaît aux États-Unis, comme on en connaît en Catalogne, au Pays Basque, en Italie, en Espagne, au Royaume-Uni, et qui sont des patients qui, grâce à la data, ont été fléchés, répertoriés, qui sont d'accord pour rentrer dans un programme de surveillance. On va trouver là des populations qui sont des populations modestes, exposées à la précarité. On trouve également des populations qui sont moins modestes, mais qui, par insouciance, ne font pas attention à leur maladie débutante. Et on les embarque avec le numérique, avec l'association des acteurs de ville et des acteurs d'hôpital, on les embarque dans un programme de surveillance de leur maladie chronique. Ça n'enlève pas la maladie chronique. Quand elle est installée, mais en tout cas, ça peut retarder le moment où elle devient grave. Et qu'est-ce qu'on cherche à éviter? On cherche à éviter que 10% de ces malades ne fabriquent les 5 à 6% de ces patients qui sont dans les lits de réanimation tous les jours. Alors ça paraît assez logique d'ailleurs, et le numérique peut apporter sans aucun doute tout cela. Et pourtant, ça ne se fait pas. Et pourtant, nous avons un système médical, hospitalier, élaboré. Mais il y a aussi des oppositions peut-être médicales avec les gens, des professionnels de santé qui disent « je n'ai pas le temps de m'en occuper, je suis mal payé pour le faire, c'est mal organisé, etc. » Qu'est-ce que vous répondez à cela? Oui, bien sûr, mais c'est surtout que notre système, c'est un combat, il s'agit de gravir l'Everest pour arriver à faire des parcours de soins dans les territoires et qui sont des parcours de soins intégrés. Rien en France ne facilite la prévention en programme intégré, la prévention d'action. Ce que Fabienne dit, c'est que ces merveilleuses actions qui sont menées par la Croix-Rouge sont des actions que la Croix-Rouge porte de façon dérogatoire, on va dire presque, complètement. C'est-à-dire à la fois de l'aller vers, à la fois du système intégré, avec des professionnels qui prennent les populations là où elles les trouvent en fait, et c'est l'information et l'orientation qui va à la population et pas la population qui reste dans son trottoir. Donc l'obstacle, il est en fait qu'en France, on n'a pas encore trouvé la voie pour passer de ce à quoi le président de la République et le ministre de la Santé aspirent, et le ministre des Solidarités aspirent dans leur discours, mais qui reste à construire, il faut passer d'un système curatif à un système qui soit davantage préventif. Donnez-nous 2 exemples. Alors, il y a celui sur le numérique que vous menez. Oui. Et puis il y a également une expérimentation 51 qui a attiré mon attention parce que, bon, je pensais que c'était peut-être assez très grave, mais enfin, c'était pas non plus une pathologie, c'est presque une pathologie un peu rare, l'hypertonie déformante acquise. Expliquez-nous ce que vous faites et on terminera notre entretien. Donc en fait, on est vraiment sur les sujets des expérimentations qui partent du terrain. L'article 51, expérimentation à titre dérogatoire, qui si elle est validée par l'évaluation, peut après passer dans le droit commun. Donc là, le projet, c'est effectivement dans les EHPAD, dans les établissements médico-sociaux, les résidents souffrent de ce qu'on appelle les hypertonies déformantes acquises, c'est les rétractations.
avec des bras qui sont pliés, qui sont rétractés, des jambes rétractées. Donc on imagine bien déjà la souffrance des personnes qui sont atteintes de cette pathologie et la souffrance des soignants qui doivent par exemple se mettre à deux pour faire une toilette, pour écarter les bras, pour écarter les jambes. Et aujourd'hui, il existe des solutions. Il existe des solutions. Ce sont des ténotomies ou ce sont des injections de toxines botuliques, mais qui ne se font qu'en hospitalisation de jour. Sauf que ce sont des populations vulnérables, fragiles, qu'on ne déplace pas à l'hôpital puisqu'on sait que ça ne va faire qu'amplifier le problème et puis il y a un coût, etc. Et donc là, le projet, c'est une expérimentation qui est portée à la fois à PHP, Garches, CHU de Bordeaux, Poitiers, 2 établissements de la Croix-Rouge française, le pôle Saint-Hélier aussi qui est un SSR connu en Bretagne. Et donc, créer des unités mobiles qui vont aller faire, donc médecins, ergothérapeutes, infirmières, qui vont aller faire ces gestes médicaux, donc qui sont dérogatoires, au lit du résident. Ça toucherait combien de personnes on a prévu sur 2 ans et demi une centaine d'EHPAD, donc à peu près 8000 résidents. Ce qui est très intéressant, je te coupe, ce qui est très intéressant, c'est que le projet, c'est pas juste de faire du curatif au lit du patient, mais bien d'aller là-bas, de former les soignants au dépistage de l'HDA, des hypertomies déformantes acquises, de former les soignants aux mobilisations des articulations, au repérage, d'accompagner les aidants. Et en fait, il y a toute une démarche d'accompagnement par une équipe experte d'un établissement médico-social. Et le projet, c'est un forfait, c'est vraiment le forfait d'accompagnement. Donc c'est une autre façon de penser les soins préventifs, curatifs, et avec un impact important sur la qualité de vie des soignants. Je crois qu'on est vraiment dans les sujets... Pour terminer, un dernier mot sur le numérique, votre expérimentation, c'est quoi ? Dans le numérique, on est en partenariat avec la Fondation Roche et avec la délégation du numérique en santé du ministère. Et donc, on sensibilise, on fait des journées dans nos établissements sanitaires, des journées portes ouvertes sur le numérique en santé, aussi bien pour les soignants, pour les patients, pour les aidants. Merci. Sur l'accès aux dossiers un mot de conclusion, numériques. Anne-Marie Armand-Terrasse. Mais ce sujet est un sujet vraiment fondamental et c'est vrai que le numérique permet d'aller plus vite, d'aller plus loin, d'accéder à ces populations. Et le numérique permet également, à condition bien sûr d'avoir, comme le fait, comme la Croix-Rouge le fait, et d'autres associations, d'avoir des interventions sur l'exclusion numérique. Il faut former les professionnels, ça permet de former les patients et ça permet de coordonner dans le système. Parce qu'en fait, on voit que sur le terrain, il y a des milliers de choses qui existent. Il faut maintenant que ça fasse système. Voilà, écoutez, on pourrait rester des heures. On ne se lasserait pas de vous écouter et d'être avec vous encore un moment. Mais l'actualité nous oblige à rendre l'antenne. Merci beaucoup Anne-Marie Armand-Terrasse et Fabienne Pioche-Laval. Merci. Ne bougez pas, on attend une demi-seconde.